Mesdames, Messieurs, ça me fait chaud au cœur de vous voir, parce que quand on mène une bataille comme celle qu'on mène, et dont je veux vous rappeler l'enjeu, il y a des jours où c'est rude, vous savez. On n'est pas des pions, hein, et ça tape, ça tape, ça tape. Tout à l'heure, j'ai eu ma petite fille au téléphone, et elle me dit que sa copine lui a dit qu'elle a vu à la télé que Jean-Luc était accusé d'un meurtre. Alors, ma petite fille, elle a de la tête, hein, et c'est bien que j'ai tué personne, et elle suit un peu la politique. Mais avec cette embrouille d'histoire de Cazeneuve, à la fin, on finirait par oublier que c'est pas moi qui ai tué Rémi Fraisse, c'est quelqu'un d'autre. Et que Rémi Fraisse, il n'est pas mort dans un accident de la route, hein. Il est mort dans un champ où il y avait des jeunes gens qui étaient là, qui manifestaient contre la création d'un barrage qui correspondait à un modèle d'agriculture productiviste dont ils ne voulaient pas. Et c'était des jeunes gens courageux, alors évidemment, avec des fois la part un peu de folie qui est celle des jeunes, mais on connaît tout ça. Et le devoir d'un responsable politique, c'est de tenir compte de ça. Et notamment d'être capable de garder la paix, pas être des allumés qui entrent en guerre contre leur propre peuple. Or, cette nuit-là, je vous parle de ça, parce que ça a un rapport avec ce qu'a dit Michel tout à l'heure. Si nous voulons vivre dans un monde qui soit débarrassé du productivisme qui détruit la planète, parce que ce n'est pas les êtres humains qui détruisent la planète, c'est le capitalisme, parce qu'il a inventé un mode de production, une manière d'échanger, une manière de consommer qui crée des besoins artificiels et qui saccage la planète. Alors quand on était 2,3 milliards d'habitants, comme c'était le cas quand moi je suis né, on pouvait dire encore qu'on ne se rendait pas compte. Mais maintenant on est 7 milliards, puis bientôt on va être 11. C'est pas possible de continuer comme ça, tout le monde le sait. Et vous autres, si vous avez des jeunes à la maison, tout le monde sait ça. Plus personne n'a envie de vivre comme ça. On voit bien que l'air va bientôt être irrespirable. On voit bien que les rivières sont transformées en égouts. On voit bien qu'on a du mal avec les petits qu'on met au monde de nos jours, qu'il y a des épidémies les plus bizarres qui traversent la jeune génération qui naît, que des maladies étranges qu'on n'avait jamais connues avant se répandent partout comme des épidémies. C'est tout lié à l'environnement. Aucun d'entre nous n'a, dans cette circonstance, posé des actes irresponsables. Vous y êtes pour rien, vous êtes obligé de respirer. Alors ce qu'il y a dans l'air, vous le respirez, voilà. Donc tous, on sait que ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc d'abord, nous nous sentons, quoi que nous fassions, comme des êtres humains. C'est-à-dire que nous appartenons à une collectivité, quelle que soit la couleur de peau, la religion, je ne sais pas quoi, qu'on soit homme ou femme, de toute façon, nous partageons en commun cette similitude. C'est la condition humaine. On doit d'abord se préoccuper de ça. Avant, les autres générations, peut-être qu'on n'y pensait pas comme ça, parce qu'il n'y avait pas la menace. Mais maintenant, il y a la menace. Si vous ne faites rien, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Tout va être détruit. La nature, elle s'en fout de vous. C'est pas son sujet. Si vous disparaissez tous, ça continuera. Il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres animaux, d'autres plantes, d'autres bêtes, je ne sais pas quoi. Hein? Mais le monde continuera. Donc, nous sommes en train de réfléchir d'abord à comment on fait pour que l'écosystème dans lequel les êtres humains peuvent vivre continue. C'est ça notre affaire. Et c'est la tâche numéro 1. Comme nous sommes tous dans le même écosystème dont nous dépendons tous, ça veut donc dire notamment que nous sommes tous semblables. Et si nous sommes semblables, nous sommes donc égaux en droit pour satisfaire nos besoins. Et il faut arriver à satisfaire ces besoins dans des conditions qui soient compatibles avec la survie de l'écosystème. Ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est pas si compliqué que ça à comprendre. C'est la seule chose qui vaut la peine qu'on s'en occupe. Le reste, ça vient après, vous êtes d'accord? Alors, il faut arrêter les bêtises du passé. Regardez, il y a un quinquennat qui commence. Quinquennat, ça veut dire qu'il va gouverner pendant 5 ans, en principe, il n'est pas parti avant. Je vais vous en dire un mot. Non, je parle très sérieusement, là, très sérieusement. Ce pays est un volcan. Hein? Bon, pendant les 5 ans de ce quinquennat, il y a 19 réacteurs nucléaires qui arrivent en fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait, les gens? On paye pour continuer ou on passe à autre chose? C'est ça la question, évidemment. On est tous d'accord. Mais si vous attendez la dernière minute, c'est-à-dire si vous attendez le jour où on vous dit « Ah, écoutez, on ne sait pas quoi faire parce que si on l'arrête, on va manquer d'électricité. » Alors, ce sera un chantage. On vous dira « Qu'est-ce que vous préférez, retourner dans la nuit ou prolonger la centrale ?» Il y en a pour 150 milliards, si on veut les prolonger.
Et nous, dans notre programme L'Avenir en commun, on prévoit 100 milliards d'investissements. Vous avez entendu les cris de putois qui poussaient? Parce qu'il y avait 100 milliards d'investissements prévus pour passer aux énergies renouvelables, que vous savez, c'est très facile de faire, parce que les inventions, elles sont là, les techniques, les jeunes gens qui ont été à l'école, ils savent faire tout ça maintenant. On saurait très vite passer d'un mode de production de l'énergie à un autre radicalement 100% propre. On sait le faire, et puisqu'on sait le faire, alors il faut le faire. Eh ouais. Alors nous, on pense à ça. On pense au problème urgent. Un autre problème urgent, c'est que c'est pas normal que dans la 5e puissance du monde, il y ait 9 millions de pauvres. C'est pas normal qu'il y ait 31 000 gamins qui n'aient pas un toit sur la tête. C'est pas normal qu'on ait des milliers de mômes où il n'y a pas d'instituteurs dans la salle de classe ou de professeurs. Ça, c'est pas normal, c'est pas acceptable. Dans toutes les sociétés du monde, la première chose dont on s'occupe, c'est des petits. Eh bien, nous sommes dans une société de barbares où on y pense après. Où seulement on vient vous dire ça coûte trop cher, ou responsabilisez-vous. Et c'est pour ça qu'ils ont nommé ce type qui est ministre de l'Éducation nationale, que c'est un danger public. Parce qu'avant, il était directeur au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et il a supprimé 80 000 postes. J'espère que vous ne figurez pas qu'il est là pour vous les rajouter. Non, pour en prendre encore d'autres. Il a décidé que les écoles, ça devait être comme des entreprises. Et ça va faire comme au collège, où ils ont décidé que 20% du temps du collège, ça ne serait pas le même d'un collège à l'autre. Et vous avez des gens qui croient que c'est une bonne idée. Ils disent, ah bah oui, comme ça on voit quel est le meilleur. Mais ballot, toi t'as pas le piston, t'as pas les relations. Donc quand tu vas venir avec ton gamin à la main pour le mettre dans la bonne école ou dans le bon collège, bon, on te dira, il n'y a plus de place, il y a déjà les autres. Voilà ce qui va arriver. Alors nous, on fait partie de ceux qui pensons que l'école doit être la même pour tous, pour chaque gamin, et le même programme pour tous. Et tout le monde apprend de la même manière, parce que ce qui est le plus important dans notre vie, c'est nos petits. Et ainsi de suite. Celui-là, il est ministre de l'Éducation nationale. Et maintenant, comme mes amis ont très bien parlé avant moi, c'est pas la peine que je répète. Alors je vais vous parler de la préoccupation numéro 1 de notre nouveau prince, roi, empereur. À la une du journal ce dimanche, c'était marqué en gros « Macron séduit le monde ». Non, 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 la galaxie, l'univers tout entier, tout ça est ridicule, les gens. On vous célèbre l'apologie d'une personne comme ça pour que pendant que vous faites que vous êtes censé bâiller d'admiration, ce qui n'est pas votre cas parce que vous êtes des têtes dures et qu'on vous retrouve l'après-midi à écouter le chaman des Rouges, hein. Mais bon, c'est pour que les gens se rendent pas compte, réalisent pas qu'il va y avoir un vote importantissime qui va avoir lieu. Des fois, ils comprennent même pas qu'il y a un vote, puis ils disent « Mais pourquoi il y a un vote? On a déjà voté pour le président, et Mélenchon, il a perdu, alors pourquoi on y retourne ?» Parce que c'est les élections législatives et qu'il y a un parlement dans ce pays, les gens. Il faut expliquer. Le 11, le 18, on vote pour élire des députés, et un député, ça a du pouvoir dans ce pays. Mais oui, ça a le pouvoir de voter le budget de la nation. Ça vote le budget de la sécurité sociale, le budget des écoles, c'est toutes ces choses, c'est toute votre vie qui va passer au Parlement. Et on vous amuse pendant ce temps-là, on voudrait vous amuser, vous faire regarder ailleurs. Et supposez que vous regardiez pour de bon ce qu'on vous montre. Vous le voyez là-bas à Versailles avec Poutine. Dites voir les gens, on m'a pas jeté de la bouillasse pendant 15 jours sur le fait que c'était censé moi qu'aller en pique-nique avec M. Poutine. Je vous le présente sur un mode humoristique, mais je voudrais que vous en rappeliez. Les 15 derniers jours, ils ont passé leur temps à ça, à me jeter toute la boue qu'ils trouvaient, pour écarter de nous, vous savez, pas vous bien sûr, parce que vous aviez réfléchi, vous saviez ce que vous voulez faire, vous avez lu le programme, vous savez que ce qui nous relie, c'est pas ma personne, c'est notre programme. Vous saviez où vous en étiez. Mais il y a des gens, non, ils se disent, ah, faut que ça change, ça, tout le monde était d'accord. Et d'ailleurs, allez, zou, les Républicains, le PS, chouf, tout à la trappe. Bon débarras. Alors, s'il vous plaît, terminez le travail pour les législatives. Hein. Allez, zou, dehors, dégagez-les. Bon. Mais les gens qui ont fait ça, ils l'ont fait pourquoi? C'était pas à cause des personnes, on n'a rien contre les personnes, d'ailleurs on ne sait pas qui c'est. C'est pas notre sujet. Nous, on réfléchit. Alors les gens, ils se disent, bah, oui, on aurait bien voté pour ce monsieur Mélenchon qui dit des choses intéressantes, et il a des amis que je connais, qui sont mes voisins, qui pensent comme lui et tout. Mais quand même, il y avait un problème avec Poutine. Mais quel problème avec Poutine?
Oui, mais vous voyez, bon, alors finalement, peut-être que je vais voter pour M. Macron parce que lui, il m'a l'air raisonnable. Mais celui qui est raisonnable des deux, c'est moi. Et je vais vous montrer pourquoi. Vous avez vu, là, je vous parle à nouveau très sérieusement. C'est bien qu'il ait rencontré M. Poutine. Il vaut mieux discuter que faire la guerre, les gens. Il vaut mieux discuter que faire la guerre. Et en Europe, il faut parler avec les Russes. Mais il faut le faire avec maîtrise, avec raison. C'était pas la peine de l'amener là-bas au château de Versailles, faire toute cette démonstration. Parce qu'on a des sujets sérieux à parler avec les Russes sur lesquels on n'est pas d'accord. Et il faut régler ces questions. C'est des questions de frontières. Il faut en parler avec eux, tranquillement. Ça sert à rien de faire l'escalade à la Hollande, là, aller faire le kéké, hein, et puis faire venir les Américains et que je te déploie du matériel, des fusées, des missiles antimissiles et tout le tremblement. Forcément, c'est pas sur leur continent qu'ils ont l'intention de faire cette guerre-là. Nous n'en voulons pas. Donc il a bien fait de parler. Il en a un petit peu trop fait sur l'endroit. Mais vous avez vu la conclusion. Je ne sais pas si vous avez vu la conclusion, mais j'espère que vous allez la regarder et que vous écoutez ce que je raconte dans le détail. Parce que je ne parle pas pour faire du bruit. J'ai dit que sur le problème qui nous occupait, il valait mieux discuter que faire la guerre. C'est exactement ce qu'a dit à nouveau le président Macron en disant qu'il faut avoir un partenariat avec les Russes. Et concernant la Syrie, il a dit la chose que j'avais dit auparavant et pour laquelle je me suis fait traiter d'angélique, et même il y a un journal qui avait publié ma photo où j'avais l'air désolé, j'étais pas désolé du tout, j'étais juste en train de reprendre ma respiration. Et sur la photo, j'ai la tête baissée comme ça, et le titre c'est « La paix de Mélenchon, c'est la paix de Moscou ». Et qu'est-ce que je disais? Je disais en Syrie, il faut que les gens puissent voter. C'est moins difficile d'organiser une élection dans un pays dévasté que de continuer une guerre. Parce que si vous ne faites pas des votes, vous faites des guerres. Et la guerre, vous la faites déjà et ça mène nulle part. Donc il faut que ces pauvres gens puissent faire autre chose que de recevoir les bombes des uns et des autres et être obligés de choisir entre deux camps qui les dégoûtent tous les deux. Parce que c'est ça la situation aujourd'hui du peuple syrien. Et ben voilà. Oui, c'est très important. Si je vous dis ça, c'est pour vous montrer que dans tous les domaines, nous sommes capables et nous avons un discours de raison, un discours de responsabilité. Si demain il y a une majorité, la France insoumise à l'Assemblée nationale, mes amis, nous saurions comment gouverner. Le programme L'Avenir en commun que vous avez choisi pour l'élection présidentielle, ce n'est pas un catalogue de yaka, faucon, etc. Non, non, c'est des choses très précises. Nous avons fait une émission de télévision pendant 5 heures pour montrer comment était chiffré notre programme. Nous savons par quel bout on pourrait prendre les choses. Bref. J'étais en train de vous dire il y a quelques minutes que vous avez vos priorités, eux, ils en ont une autre. Laquelle? Regardez cette chose incroyable. C'est la première fois que vous avez, premièrement, une élection où les gens débarquent, tous les anciens. Ils les ramènent à moins que rien. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de cette politique-là, en disant mais c'est les mêmes, ils disent qu'ils sont PS et les Républicains, ils font la même chose. Ils votent oui au traité constitutionnel, ils courent voir Madame Merkel, ils lui demandent où est-ce qu'on signe, ensuite ils s'en vont voir à la Commission européenne qui leur dit il faudra faire ceci, il faudra faire cela, etc. Et ils obéissent au doigt et à l'œil. Vous avez oublié tous les détails, mais moi, ça fait partie de ma responsabilité de m'en rappeler. Je me rappelle comment la Commission européenne leur a dit il y a trop d'instances élues dans ce pays, il faut en enlever. Hop, le petit père Hollande qui refait une première réforme et les autres disent c'est pas assez, toc, il en fait une autre. C'était la première fois qu'on voyait ça sous un gouvernement qui faisait une réforme puis qui réformait sa propre réforme avant de l'avoir appliquée. Tout ça, on l'a vécu, les gens. Et maintenant, regardez bien, vous avez fait tout ce travail, vous avez foutu dehors et vous vous retrouvez avec un mannequin qui lui vous explique qu'il va refaire la même chose et en pire, plus dur encore qu'avant. Oui, vous avez entendu parler du fait qu'il veut réviser le code du travail. Il appelle ça une super loi El Khomri. Je vais vous parler de social, parce que mes amis ont bien parlé du reste avant. Écoutez ça. D'abord, c'est la première fois qu'on voit un gouvernement pareil. Vous virez tout le monde, non seulement il s'annonce, il se prête à faire la même chose, mais il ramène des gens comme jamais on en avait vu. Quand est-ce qu'on a vu autant de lobbyistes au gouvernement? Vous savez ce que veut dire lobby? C'est quelqu'un d'un lobby. Qu'est-ce que c'est un lobby? C'est un groupe de gens qui font de la pub pour les intérêts particuliers qu'ils représentent. Le Premier ministre, c'était son métier, lobbyiste d'Areva. Ça s'appelle, ça fait plus joli, hein, relations publiques. Il faisait des relations publiques institutionnelles, ça veut dire aller voir les députés et les autres pour leur tordre le bras et leur faire prendre les bonnes décisions, d'Areva, c'est-à-dire le nucléariste de ce pays, il est devenu maintenant Premier ministre. Ensuite, vous avez le ministère du Travail. Et là, vous autres, rappelez-vous de qui nous sommes les héritiers.
pour que vous compreniez bien ce qu'on a à faire. Nous, quand on nous parle du code du travail, on ne confond pas avec le code de la route ou avec le téléphone, l'annuaire du téléphone. Le code du travail, les gens, rappelez-vous de ça, et vous autres les jeunes, gravez-le bien dans votre esprit. Le code du travail, chaque page, c'est la lutte de vos pères, de vos mères, de vos grands-parents pour obtenir des acquis sociaux. Chaque page, elle est écrite avec du sang, des larmes, de la lutte, des grèves, des manifestations, des élections. Le code du travail, c'est sacré pour nous. On ne lâchera pas prise. Il ne faut pas qu'il croie qu'il va nous avoir par surprise. Il peut faire toutes les ordonnances qu'il veut si jamais il a la majorité, ce que nous ne souhaitons pas. Nous ne lâcherons pas prise. Et quand vous voyez qui est chargé de ça, vous avez maintenant un ministre du Travail. Alors vous autres, peut-être que vous n'avez pas regardé d'assez près, mais quand même, d'abord, je vais vous dire une chose pour que vous vous en rappeliez, que vous le marquiez dans votre tête, pour que vous sachiez votre propre histoire, l'histoire de vos pères et mères et des générations qui nous ont précédés dans cette lutte. Vous savez quand est-ce qu'il a été créé, le ministère du Travail? Il a été créé au début du XXe siècle. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait eu la plus grande catastrophe industrielle qu'ait connue ce pays. C'est que ces pauvres gens qui sont là-haut dans le Pas-de-Calais, il y avait eu un coup de grisou et le coup de grisou a détruit la mine de Courrières. Et il y a eu 1300 mineurs qui ont été ensevelis après ce coup de grisou. Et les femmes et les enfants attendaient de voir remonter les pères tous les jours en se demandant, parce qu'il y en avait un qui remontait. Et devant cette barbarie, cette ignominie, on a fait une enquête et on a vu que les conditions de sécurité minimum pour les travailleurs n'avaient pas été respectées. Et les salopards de propriétaires qui étaient là disaient qu'ils ne pouvaient pas le faire parce que sinon ça ruinait la compétitivité. Déjà, la compétitivité d'un côté et de l'autre côté, la vie des pauvres gens qui vivent de leur travail. Voilà quand est-ce que le ministère du Travail a été créé. Il a été créé pour s'occuper des travailleurs, pour s'occuper de leurs droits, pour s'occuper de leur santé. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux dans une économie que les gens qui la font tourner. Parce que le capital n'a jamais rien produit. C'est le travail qui fait tout. C'est l'intelligence, c'est la main, c'est le cerveau, c'est tout le dévouement qu'on donne dans son travail. Voilà de quoi nous sommes les héritiers à cette heure, quelles que soient nos opinions par ailleurs ou nos engagements d'avant. Et alors cette femme qui maintenant est la ministre du Travail, d'où elle sort celle-là? Eh bien, elle était la DRH, c'est-à-dire directrice du personnel de Nestlé, une multinationale qui, paraît-il, est un paradis pour les travailleurs. Et voilà ce qui est devenu le ministère du Travail. On y amène le chef du personnel d'une multinationale. Et Nestlé, on ne vous fait pas le tableau parce que je vais encore avoir des procès. On va dire que je suis excessif. Avec les gens polis. Bon. Et celle-là, elle a choisi un directeur de cabinet. C'est le personnage le plus important dans un ministère. C'est celui qui coordonne l'action de tout le monde et qui fait faire à l'administration ce qui est prévu. D'où il sort celui-là? D'où il sort? Qui c'est? Eh bien, c'est l'ancien directeur adjoint du MEDEF. Eh bien, c'est une chose incroyable. On n'avait jamais vu ça jusqu'à présent. Un ministre du Travail qui est un directeur du personnel, flanqué comme directeur de cabinet de quelqu'un qui était directement sorti du MEDEF. Eh bien, tout le gouvernement est comme ça. Ce sont tous des lobbyistes, des gens qui représentent des intérêts. Et quand ce n'est pas le ministre, c'est le directeur de cabinet. Et quand ce n'est pas le directeur de cabinet, c'est le candidat macroniste qui vient devant vous. Vous n'avez pas un seul candidat de la France insoumise qui soit quelqu'un d'inéligible. Eh bien, eux, ils en ont présenté un et on n'en parle pas. Vous n'en avez pas un seul qui soit un marchand de sommeil. Eux, ils en présentent un et on n'en parle pas. Et ainsi de suite. Voilà qui ils sont, les donneurs de leçons, des grands esprits. Quelle société est-ce qu'ils vous proposent? Celle où vous êtes en guerre les uns contre les autres. C'est la super loi El Khomri. Vous avez tous compris comment était organisée jusqu'à présent la loi sociale dans ce pays. En haut, il y a la loi. La loi, c'est la loi qui vous protège. Et suivant la formule d'un penseur qui s'appelle Lacordaire, on dit, dans la liberté, si vous mettez en liberté le fort et le faible, eh bien c'est la loi qui protège le faible, et c'est la liberté qui opprime le faible. Parce que c'est la liberté du plus fort, toujours. Par conséquent, si vous croyez qu'on va régler les problèmes, et que vous vous laissez embarquer dans cette idée qu'on va mieux régler les problèmes dans l'entreprise qu'on ne le ferait au niveau national, eh bien vous vous faites duper. Vous vous figurez que vous allez aller dans votre entreprise discuter avec votre patron de quoi? Même si c'est un brave type ou une brave femme, parce que ça existe. Mais si celui d'à côté, merci, si celui d'à côté il exploite
il allonge la durée du travail et il diminue le salaire. Celui de l'entreprise d'à côté est obligé de faire la même chose pour rester compétitif. Par conséquent, quand vous commencez à désorganiser d'un côté, c'est toute la chaîne qui est désorganisée. Et puis, c'est pas tout. Si vous croyez que vous allez pouvoir négocier librement, ce n'est pas vrai. On vous dira, si on ne fait pas ça, on va fermer la boîte. Si tu n'es pas content, il y en a 10 autres qui attendent dehors. Et M. Macron, il a décidé qu'il allait mettre dans la négociation de l'entreprise d'autres questions que la durée du travail, qui sont pourtant des questions importantes. Celles des salaires, celles des conditions de travail, les délais de prévenance, c'est-à-dire le délai qu'on vous donne pour changer votre horaire de travail. Avant la loi El Khomri, on ne pouvait pas changer votre horaire de travail si on ne vous avait pas prévenu 7 jours avant, que des fois c'était même pas vrai. Et elle a raccourci à 3 jours. Vous verrez que ces brutes vous obligeront à venir au travail, au commandement, au sifflet, quand ils l'auront décidé. Et si tu ne le fais pas, alors c'est toi qui auras rompu ton contrat de travail. Ne laissez pas ces sauvages avoir les pleins pouvoirs. Voilà ce qui est en cause, mes amis. Alors vous comprenez pourquoi on finit par s'énerver de voir qu'on a perdu 1 mois et demi de la campagne présidentielle à discuter du prix des costards de Fillon et que maintenant ça recommence avec Ferrand qui n'a pas fait ceci, qui n'a pas fait cela, mais à la fin on s'en fout. On aimerait pouvoir parler de ça, nous, du code du travail, pourquoi il veut le réformer, qu'est-ce qu'il met dans sa réforme, et est-ce que nous, les citoyens, nous avons le droit de dire quelque chose avec notre bulletin de vote, à part bravo, bravo Macron, et de lire les journaux dans lesquels nous suivons les aventures. Macron à la piscine, Macron à la neige, Macron avec sa dame, Macron avec son cousin, avec son chien, avec son voisin, et ainsi de suite, avec quoi on nous saoule et on nous prend pour des animaux. Voilà les gens, voilà de quoi il est question. Et puis comme vous n'avez pas tous bien compris, c'est moi qui m'en vais vous l'expliquer maintenant encore autant dans les détails que je viens de le faire à propos du Code du travail. Cet homme, il a décidé que les cotisations, maladie et chômage, il allait les supprimer. Et qu'à la place, vous paierez la CSG. Alors laissez-moi vous expliquer ce qui va se passer. Si vous êtes dans une entreprise privée, vous aurez le transfert du brut vers le net de ces cotisations qui ne seront pas payées. Mais dessus, on vous prendra la CSG. Donc peut-être que vous, dans le privé, il vous restera un chouïa positif. Faites attention que le chouïa, il ne vous coûte pas après de changer de case dans les impôts sur le revenu. Mais oubliez ça. Regardez les autres. Tout le monde va la payer. Supposez que vous soyez ici fonctionnaire ou fonctionnaire d'une collectivité locale. Il doit y en avoir dans cette foule qui se trouve là. Eh bien, mes amis, écoutez ça. Si vous êtes catégorie C ou catégorie B, je prends les plus petites payes. 1200 euros, c'est une grosse paye pour certains, parce qu'ils n'ont pas ça pour vivre dans le mois. Eh bien, si vous avez 1200 euros de paye, il va vous prendre avec la CSG 250 euros dans l'année. Eh bien, 250 euros pour quelqu'un qui gagne 1200 euros, c'est pas pareil que pour quelqu'un qui gagne 6000 tous les mois. Et c'est pas pareil que quelqu'un qui gagne comme gagne la DRH de chez Nestlé et je sais pas quoi encore. C'est beaucoup d'argent pour eux. C'est beaucoup d'argent. C'est pas juste de leur prendre ça. Figurez-vous que ça coûte plus cher que l'augmentation de la CSG qu'avait prévu Fillon. C'était bien la peine de se débarrasser de Fillon si c'est pour s'en ramasser un qui est encore plus sauvage. Vous comprenez les gens, voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'ils ont organisé. 250 euros sur 1200 de salaire que vous allez avoir. Voilà ce qui va se passer. Et ainsi de suite. Au total, moi, ce qui m'intéresse comme citoyen et comme dirigeant politique, ça va faire combien cette affaire-là? Écoutez bien ce chiffre. Tout cet argent que vous n'aurez pas, c'est 250 euros qui vont vous être pris. C'est les 250 euros que vous n'avez pas dépensés ici, là, qu'est-ce que je sais moi? Là, hein, ou là, dans un bistrot, dans un magasin d'alimentation, pour n'importe lesquelles des choses de la vie de tous les jours. Mais c'est ces choses-là qui font tourner le commerce, l'industrie, la production. Je ne dis pas qu'on achète toujours que des choses intelligentes, des fois on n'a pas le choix. Hein, mais quand même, c'est ça qui fait tourner, vous êtes d'accord? C'est la consommation populaire. Ceux qui ont beaucoup d'argent, quand ils empilent en plus, ils n'en font rien, ils le placent. Et puis de temps à autre, vous entendez dire qu'il y a un coup de bourse et tout ça a été transformé en fumée, que c'est votre travail qui est là. Bon, eh ben, tout cet argent, combien ça va faire? De moins pour l'économie. Parce que vous, quand vous avez 1200 euros de paye, ou moins, vous dépensez tout, c'est normal. Vous ne pouvez pas faire autrement, c'est pas parce que vous êtes dépensier, c'est que c'est comme ça. Eh bien, si on retire ce 250 euros à tous ces gens, à la fin, ça va faire 20 milliards de moins dans l'économie de tous les jours. Ce type est en train de pratiquer une saignée incroyable, tout ça pour remplacer les cotisations qui étaient payées jusqu'à présent pour le chômage et pour la maladie. Et regardez bien comme c'est absurde. 20 milliards retirés de la consommation populaire. Et regardez les retraités, parce que là je vous ai parlé des agents des collectivités, mais pour les retraités c'est pareil.
les retraités, eux aussi, ils vont donner 250 € s'ils ont 1200 de retraite, ce qui est déjà une retraite considérée comme favorable par beaucoup de gens. Encore 250 € pour eux. Mais regardez pourquoi faire, on va leur dire on vous les prend, pour remplacer les cotisations chômage. Mais les amis, dans le système d'assurance, vous comprenez, le social, c'est des assurances, c'est une assurance sociale. Vous cotisez, vous faites des cotisations chômage, pour le cas que vous êtes au chômage, on vous redonne une partie de la paye. C'est pas vrai pour tout le monde, hein. La moitié des gens qui sont au chômage n'ont pas d'indemnité. Il ne faudrait quand même jamais l'oublier. Avec toutes ces grandes gueules qui viennent dire qu'ils vont les surveiller de près les chômeurs parce que c'est tous des tirs au flanc, blablabla, on connaît cette histoire. Hein. La vérité, c'est que la moitié ont rien et l'autre moitié, la seule chose qu'ils demandent, c'est pas des allocations, c'est du boulot. Il ferait bien de s'en rappeler tous autant qu'ils sont. Bon, eh ben, les retraités, c'est absurde. Vous êtes retraité, vous allez payer 250 € dans l'année que vous ne payez pas avant pour vous protéger de quoi? Du chômage, mais ça n'a aucun sens. Si vous êtes à la retraite, vous n'êtes pas menacé de chômage, vous n'avez pas besoin de vous assurer contre le chômage. Tout ça, c'est pour rendre le système absurde, aberrant, et à la fin, on vous dit, bon, allez hop, on va arrêter tout ça, et on va faire autrement. Tous ceux qui ont moins de 62, moins 5, ça fait combien? C'est toi le chef, là? Hein? Voilà, il suit. C'est normal, c'est lui le chef. Michel, il est comme ça. 57. Il y a des gens ici qui ont moins de 57 ans? Oui, ben vous allez moins rigoler dans un instant. Jusqu'à présent, la retraite, c'est par répartition. C'est-à-dire, ceux qui bossent cotisent pour ceux qui ne travaillent plus parce qu'ils sont à la retraite. C'est le système qui marche comme ça. Et ça, alors, c'est le meilleur des systèmes du monde. Parce qu'il y a ceux qui travaillent vraiment, qui payent pour ceux qui vivent vraiment. Et M. Macron, il a dit qu'il va changer tout ça, mais que ça ne concernera aucune des personnes qui va arriver à l'âge de la retraite pendant son mandat. D'accord? Vous suivez l'affaire? Donc ça concerne que ceux qui ont moins de 57 ans. Il va s'amener et il va vous faire le coup qu'il a fait pendant la présidentielle, que vous n'avez rien compris. Parce que c'était fait pour que vous ne compreniez rien. Il a dit, oh, il y a trop de régimes de retraite. Moi, ça ne me fait rien qu'il y en ait trop. Vous non plus, monsieur. Hein. Vous vous occupez du vôtre de régime de retraite. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il y en ait un autre à côté? Si les gens sont contents, vous êtes contents. Si le vôtre vous rend content. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y en a trop. Trop par rapport à quoi? C'est comme le code du travail, il y a trop de pages. Ah bon? Il y a trop de pages dans l'annuaire du téléphone? Non, il y a juste le nombre de pages qu'il faut pour que tout le monde soit dessus. Ben là, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il y a trop de régimes de retraite, on s'en fout. Qu'il y en ait peu, beaucoup, moyen. Tout ce qui compte, c'est qu'il soit valable. Bon. Alors, il a dit, on va inventer un nouveau système. Pour chaque euro cotisé, vous aurez droit à les mêmes droits. Alors, tout le monde dit, ah ben, ça a l'air bien. Ah ben, ça a l'air bien, parce que le français, il est comme ça, il est égalitaire. Hein. C'est le seul pays du monde où quand vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose qui ne vous plaît pas, vous lui dites, ah ben, si tout le monde faisait comme vous, hein. Sous-entendu, ça ne se traduit pas en anglais, ni dans aucune autre langue. Hein. Sous-entendu, ce qui est bien, c'est ce que tout le monde peut faire. Ce qui n'est pas bien, c'est ce que tout le monde ne peut pas faire. On est comme ça, d'ailleurs, une fois, on a raccourci un roi à cause de ça. Bon, donc c'est que c'est vieux dans notre histoire. Alors les gens, vous suivez, j'espère, hein, parce que ça y va là. Hein, bon. Donc vous vous dites, ah ben c'est bien, si pour chaque euro, tout le monde a la même chose. Mais non, ça s'appelle une retraite par points. Vous saurez combien vous payez, mais vous ne saurez jamais combien vous allez recevoir. Parce que ce que vous allez recevoir, ça va dépendre du nombre de gens qu'il y a à pensionner à ce moment-là. C'est trop compliqué, je ne vais pas passer une heure à vous expliquer ça. Mais rappelez-vous que c'est ce qu'il a l'intention de faire. Alors vous autres qui avez moins de 57 ans, vous êtes concernés par ça. C'est un véritable tremblement de terre, un changement complet par rapport à ce que nous tous on aura connu dans nos générations auparavant dans le système de retraite. Et qu'est-ce que vous savez sur le sujet? Rien du tout. Par contre, quelle maison a acheté M. Ferrand? Et si c'était pour sa femme, sa copine, son voisin, son cousin? Ah ça oui, vous pouvez en parler, tant que vous voulez. Parce qu'ils sont en train de faire diversion derrière diversion pour qu'on parle de tout, sauf d'une chose, qu'on peut leur mettre une raclée à l'élection législative et d'avoir le pouvoir à leur place. Voilà ce qu'on se prépare à faire. Il n'y a que... Alors, les diversions, ça y va. Je vais finir en vous parlant d'une diversion qui me touche de près. C'est moi la diversion. Oui, ben je le vis très mal, figurez-vous. Parce que 15 jours de bouillasse sur la tête avant le premier tour des élections, 15 jours encore après, par des antifascistes d'opérette qui venaient me faire la leçon et qui nous ont laissés bien seuls quand on était, nous, en train de se battre contre les Le Pen et compagnie, hein, et qui tout d'un coup se réveillent entre les deux tours pour vous tordre le bras jusque derrière la tête en vous disant, allez maintenant, en avant, il faut aller voter pour l'autre. Et que vous vous êtes divisés en 3 groupes. Les uns qui ont voté pour Macron parce qu'ils ne voulaient pas que d'autres fassent le travail qu'il y avait à faire. D'autres qui ont dit, moi j'en ai par-dessus la tête de cette mascarade, j'y vais même pas. Et d'autres qui ont dit, ben moi j'y vais parce que je suis citoyen, mais je ne marche pas dans leur combine, je vote blanc.
Et moi, vous n'avez pas dit Mélenchon, on t'a nommé pour nous dire ce qu'on doit faire. Et moi, je voulais pouvoir vous retrouver tous ensemble à la sortie de cette élection pour préparer la suite et la lutte. Parce que j'ai appris une chose dans la lutte, dans la vie, c'est qu'il faut tenir bon dans la lutte et qu'il faut garder groupé les siens. Et je le dis pour tout le monde, pour maintenant et pour la suite. Il y a d'autres personnes qui se réclament de moi, je le sais bien dans cette élection. Je leur en veux pas, on n'est pas ennemis, on est concurrents. Et moi, je suis venu vous dire ici les personnes que je soutiens, c'est-à-dire les gens dont j'ai besoin, parce que nous ne sommes pas des aventuriers qui réalisons des carrières individuelles. Nous formons une équipe. Moi, j'ai besoin d'avoir à l'Assemblée nationale, à mes côtés, pour les missions que le peuple va nous confier, Éric Coquerel. Parce que c'est avec lui que je misère et que je galère depuis quelques années maintenant pour construire un mouvement populaire. Et justement, on vient d'y arriver avec cette élection présidentielle. On est arrivé à regrouper 7 millions de voix. Pas parce que je parle bien, pas seulement, mais parce qu'on a fait tout ce travail politique avant, parce qu'on a su remettre à jour ce qu'on avait dans la tête. Et c'est à des hommes comme ça aussi que vous le devez. Et j'en profite pour vous dire que la Manon, elle vient bien de m'impressionner à l'instant, et je pense qu'elle va en faire davantage dans le mouvement. Parce que les femmes, dans notre mouvement, ce ne sont pas des alibis. Hein. La personne qui dirigeait la rédaction du programme, c'est une femme, c'est Charlotte Girard, et ainsi de suite. La personne qui dirige l'organisation des investitures de la France insoumise, c'est une femme, Martine Billard. Les femmes ne sont pas des alibis dans notre groupe, ce sont des leaders. Et moi, mon rôle est d'être le passeur, de vous amener cette nouvelle génération qui va continuer la lutte jusqu'au bout, encore et encore et encore, et jusqu'à ce qu'on soit arrivé. Et ce jour pourrait être plus proche qu'il n'en a l'air aujourd'hui. Eh bien, il y en a d'autres qui se réclament de moi, mais c'est d'eux dont j'ai besoin. Voilà, nous ne sommes pas des ennemis avec les autres. Et au deuxième tour, j'espère qu'ils seront nombreux pour venir aider Éric, pas seulement faire des commentaires et dire comment il faudrait faire, ni me dire à moi comment je dois me tenir. C'est pour ça que je vous disais diversion. Alors après, le bois que je me suis tapé, voilà que ça recommence. Il faut donc qu'ils aient vraiment la trouille. Hein. Et ils ont raison d'avoir la trouille. Parce que ce qu'on nous annonce, c'est des dizaines de deuxième tours. Et vous savez pourquoi? Parce que si les 7 millions de personnes qui ont voté pour nous à l'élection présidentielle y reviennent, pour l'élection législative, c'est nous qui avons gagné. Vous comprenez ça? Et ça veut dire qu'au minimum, 78% des circonscriptions du pays, on est au deuxième tour. Voilà de quoi ils ont une trouille par-dessus tout. Et voilà pourquoi il faut qu'ils vous dégoûtent d'y aller. Alors, comme ils ont vu qu'on faisait le lien entre la présidentielle et la législative, parce que nous, on fait le lien, parce que c'est le même programme aux deux. Vous avez voté à la présidentielle pour moi, alors vous avez toutes les raisons de revoter pour les candidats de la France insoumise, vu que c'est le même programme, et que nous, on ne vote pas pour des têtes et des bobines, on vote pour un programme. C'est ça qu'on a en commun entre nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, ils se sont dit, c'est Mélenchon qu'on va frapper. Et il faut que vous ayez l'impression que je suis un homme exagéré. Alors évidemment, c'est toujours le Mélenchon d'avant qu'ils adoraient. Hein. Tout d'un coup, j'ai lu partout, ah, il était si bien pendant la campagne présidentielle, dommage qu'il n'ait pas dit plus fort. Ça nous aurait peut-être aidé à nous épargner les 15 derniers jours et les 600 000 voix qui nous ont manqué, mes amis. Parce qu'à 600 000 voix près, on changeait le monde. Parce que quand on change la France, on commence à changer le monde. À 600 000 voix. Eh bien, il ne faut pas vous laisser attraper une deuxième fois par 600 000 voix. Et nous, on a quitté l'élection présidentielle sans rancœur, sans haine. On n'est pas sorti en disant c'est la faute de celui-là, c'est la faute de celui-là qui aurait dû se retirer. Non, on a dit nous a manqué 6 millions de personnes qui ne sont pas venues voter. Notre première tâche est de faire venir les gens pour qu'ils soient restaurés dans leur dignité, comme Manon l'a expliqué très bien tout à l'heure. Oui, la dignité, parce que c'est une dignité d'être un citoyen. Ce jour-là, qui que vous soyez, homme ou femme, petit ou grand, riche ou misérable, quand vous fermez le rideau dans votre isoloir, alors vous êtes le roi et vous êtes égaux les uns avec les autres. Et c'est le seul moment de la vie où vous l'êtes pour de vrai. Voilà la grandeur de la liberté citoyenne. Chaque chose a été une lutte. Le droit de voter tous, il a fallu se battre pour l'obtenir. Parce qu'avant, on ne l'avait pas, seulement certains et pas d'autres. Ensuite, le droit d'avoir un isoloir pour voter dans le secret. Parce que pendant des générations, on votait et c'est le patron et le curé qui étaient là pour regarder ce que vous faisiez avec vos bulletins de vote. Tout ça a été arraché par nos parents et nos grands-parents. C'est à nous de faire vivre ça. Ceux qui abandonnent cette dignité ne sont pas dignes de ceux qui l'ont conquise. Alors, vous voyez les gens, je vous parle, je parle. Et un mot, on entraîne un autre. Il peut arriver qu'il y en ait un qui soit mal calibré. La semaine dernière, j'ai parlé 5h30 en faisant des haltes comme ça. J'en étais à mon 11e discours à Montreuil. Et au milieu de tout ça, je me fais prendre à partie par ce Cazeneuve.
Et alors je lui réponds, et je parle de l'affaire de Rémi Fraisse, je vous en ai parlé en commençant tout à l'heure. Et maintenant, voilà qu'ils sont en train d'expliquer de tous les côtés qu'il y a un problème avec moi. Non, il y a un problème avec lui qui a tué Rémi Fraisse, pas avec moi. Ou plus exactement, il y a un problème sur la mort de Rémi Fraisse. Alors, vous voyez ce qu'ils font? Ils répètent d'une radio à l'autre. Ce sont des sectaires, parce que nous avons été insultés jusque devant nos tombes. Dans le journal magazine Le Monde, on s'est moqué de nous et de notre manière d'enterrer notre camarade François Delapierre. Parce que ce jour-là, nous avons chanté Grandola Villa Morena, qui est un hymne de liberté et de délivrance du peuple portugais contre les fascistes. Et parce que ce jour-là, nous avions nos foulards rouges, alors on nous a traités de sectes dans ce journal. Sans aucun respect ni pour nos morts, ni pour nos rites. Nous ne nous sommes jamais moqués des rites mortuaires de qui que ce soit, des prières qui se récitaient ou des tenues que les gens veulent avoir. Jamais on ne se moque des morts. Nous ne faisons pas comme ça. Eux, s'ils le font, tout est bon pour nous taper dessus. Et hier encore, j'ai entendu à la radio qu'on me traitait de complotiste. Alors ça, c'est sympa. Et j'ai entendu un vers qui disait que je voulais les buter. Et j'ai entendu M. Kahn dire que j'étais un doriotiste, que si vous ne le savez pas, Doriot était un collaborateur avec les nazis, et un autre qui me traite de déroulède, et un autre de ceci, et un autre de cela. Ça suffit! Ça suffit! Maintenant, nous demandons à être respectés. Je demande qu'on me critique et qu'on attaque mes amis sur nos idées, sur notre programme. Dites-nous que nous nous trompons, qu'on ne peut pas sortir du nucléaire, qu'on ne peut pas partager, qu'on ne peut pas augmenter la paye des gens. Expliquez pourquoi. Mais laissez nos personnes en paix, laissez nos morts en paix, laissez nos familles en paix. Je n'ai pas d'autre témoin que vous, mes amis. Je n'ai pas d'autre endroit où faire connaître ma peine et mon chagrin de me voir traité de cette manière et de voir mes amis traités. Vous savez, c'est pas simple ce qu'ils ont décidé de faire. Peut-être que vous croyez qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont sur l'estrade, ils sont à l'honneur et que c'est un bienfait. Celui-ci, il a un métier. Celle-ci aussi. Ils ont des activités professionnelles. Et lui, je le connais depuis des années, je peux vous dire qu'il n'en a pas profité du système. Il a payé cher pour s'être engagé dans la cause dans laquelle il est engagé. Parce que ça veut dire des fois des contrats qui sont remis en cause. Je ne vous fais pas le détail, mais vous le comprenez. Je veux que vous sachiez, les gens, que c'est des courageux. Parce que maintenant, toute leur vie, ils vont être googlisés candidats de la France insoumise en 2017. Ils sont très courageux d'accepter ce risque-là. Réfléchissez si c'était vous qui deviez le faire. Et vous vous diriez, hein, ils sont très courageux. Alors il faut les respecter. Il faut respecter leur engagement militant. On a le droit de ne pas être d'accord avec eux, mais on n'a pas le droit de les insulter. On n'a pas le droit de les maltraiter. On n'a pas le droit de leur voler leur identité politique. Et moi, j'ai besoin d'eux à l'Assemblée, parce que je sais que le pays va nous confier des responsabilités. Et je sais une chose, c'est que l'Europe tout entière est un volcan, les gens. Entendez-moi, l'Europe tout entière est un volcan. Ils ont fichu la pagaille dans toutes les sociétés d'Europe, avec leurs foutus politiques. Partout, il y a des gens qui ont envie de se battre avec d'autres. Partout, dans toute l'Europe, l'extrême droite est en ascension. La chose qui singularise la France comme l'Espagne, c'est qu'ici, il existe une force, comme là-bas, il y a Podemos, ici, il y a la France insoumise. Et c'est pas dans tous les pays qu'il y a ça. Et voilà pourquoi ils ont si peur. Parce que c'est nous qui allons renverser le cours de l'histoire. C'est nous qui allons arrêter la pente sur laquelle les événements roulent. C'est nous qui allons le faire. Rappelez-vous d'une chose. En 1934, nos grands-pères, nos grands-mères pouvaient se croire perdus parce qu'il y avait des manifestations de ligue fasciste partout dans Paris. Et à l'époque, l'Italie était devenue fasciste. À l'époque, l'Espagne avait été écrasée, les franquistes gouvernaient. En Allemagne, il y avait les nazis. On avait des raisons de penser que peut-être tout était perdu pour nous. Mais les nôtres, à l'époque, ont eu du courage. Ils ont brisé les reins de l'extrême droite en les interdisant. Et notre pays a échappé à ça. Il a fallu lui faire la guerre pour le soumettre. Mais auparavant, mes amis, rappelez-vous bien de ça. Je viens de vous dire 1934. 2 ans après, c'était le Front populaire. D'accord? Et c'était notre victoire. Eh bien, moi, je vous dis, nous allons finir par gagner. Ceci est au bout de nos doigts. On n'est pas passé à 600 000 voix d'y arriver sans que ça se reproduise. Et si vous autres, vous restez têtus comme vous êtes et tête dure, alors vous allez y arriver. Bon. J'ai à peu près tout dit. Maintenant, j'ai inventé un nouveau rite. Oui. Oui, ben ça va. Je vois que tu t'intéresses à l'essentiel, toi. Ça fait plaisir, toi, ça fait 1 heure que je parle, toi tu veux une photo. Bon. Quelle maladie les selfies, mes amis. Des fois, pour me consoler, parce que j'en peux plus au bout d'un moment, je réfléchis, je me dis, ben François Mitterrand n'aurait pas tenu une journée. Moi, j'ai déjà tenu 6 mois, c'est bon, quoi. Hein? Bon. Alors, interro écrite maintenant. C'est moi qui ai inventé ça.
voilà que c'est le jour du vote. Vous êtes parti un peu vite, c'est dimanche matin, vous avez dit je vais chercher les croissants, et au passage je vote. Après je rentre à la maison avec les croissants. Vous arrivez au bureau de vote, misère. Vous ne vous rappelez plus le nom du gars et de la fille. Vous n'allez pas rentrer à la maison. Vous prenez le portable, tout le monde dort, il n'y a personne qui répond. Catastrophe. Que faire? Comment allez-vous reconnaître tout de suite votre bulletin? Et vous là-bas, vous écoutez, alors il faut cotiser. Comment vous reconnaissez le bulletin? Vous là-bas avec les lunettes noires, là, je vous ai repéré, pas vous monsieur. C'est le monsieur qui est derrière vous avec la chemise blanche. Non, violette. Oui, c'est vous monsieur, vous tournez pas, c'est vous. Alors comment vous reconnaissez d'un seul coup le bulletin? Voilà monsieur, parfait. Ben ça a été chaud pour vous, hein. D'un peu vous repartiez avec 100 lignes. Bon alors vous avez reconnu le film. Ça c'est pour la blague. C'est important. Hein, parce qu'on fait les malins, mais ça arrive qu'on oublie. Hein. Je veux nommer personne dans la salle, mais j'en connais quelques-uns. Mais maintenant, je vais redire une chose que j'ai dit ailleurs, parce que je veux qu'elle rentre dans les têtes à tout le monde. Dans notre pays, mes amis, il y a 2,5 millions d'illettrés. Mes amis, quand on est illettré, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de cœur, qu'on n'a pas de culture, qu'on ne connaît pas bien son métier, qu'on ne connaît pas des poésies, qu'on ne sait pas jouer de la musique, qu'on ne sait pas dire des mots d'amour, qu'on n'a pas au bout des doigts bien des choses que l'on sait faire. Ça veut juste dire qu'on a du mal avec les lettres. Et des fois, on a du mal avec les lettres juste parce qu'au point de départ, ce n'était pas votre alphabet. Que vous, qui vous demandez ce que ça peut bien être, eh ben vous n'avez qu'à imaginer que je vous jette en Grèce ou chez les Russes, et vous vous retrouvez avec l'alphabet cyrillique, que vous ne savez rien du tout, et vous ne pas en illettré. Et pourtant, ça ne vous change pas de la personne que vous êtes, mais vous seriez illettré. Et nous, quand on pense aux nôtres, on pense que parmi ces 2,5 millions, il y en a beaucoup qui sont avec nous. Et des fois, ils ont du mal. Et nous, ce qu'on veut, c'est que quand il rentre dans le bureau de vote, en un seul regard, il sait s'il veut voter avec nous, où est son bulletin de vote, en pleine dignité, en pleine majesté. Tu peux aller dans l'isoloir et mettre ton bulletin de vote. Parce que la France insoumise, avant tout, c'est le camp des humiliés, des opprimés, des oubliés, des affligés. Et cela, il compte pour nous d'abord et avant tous les autres. Et c'est eux qu'on veut faire marcher les premiers, comme j'ai commencé mon discours tout à l'heure en vous disant que ce dont on s'occupe d'abord, c'est les petits et ceux qui ont besoin. On s'occupe d'abord de tous ceux qui ont été abandonnés par les autres. Et à cela, on leur dit, dans ta dignité, nous te rétablissons parce que nous sommes les partageux, parce qu'il y a assez de richesse dans ce monde pour qu'on vive tous bien, correctement, en harmonie avec la nature et avec les animaux. Bon, et maintenant, encore une question. Réfléchissez bien, s'il vous plaît, ne répondez pas inconsidérément. Vous suivez? Vous, le monsieur avec la madame là-bas, vous suivez? Enfin, elle fait un beau sourire, hein. Ça m'encourage. Alors, quel est le prénom du candidat pour lequel il faut voter à la législative? Non, non, ça ne va pas le faire, ça. Hein. Quel est le nom du candidat pour lequel il faut voter à la législative? Ah ben voilà, quand même. Faut aussi prendre votre part. Et quel est le prénom de la suppléante qui sera députée si jamais je suis le Premier ministre et qu'il est ministre? Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez Manon comme député. Hein. Faut commencer par Éric, beaucoup et lire des Éric. Voilà. Bon, mes amis, j'essayais de terminer avec un peu de sourire, quelque chose qui me fait que moyennement sourire en ce moment. Mais, vous tous, on va terminer là-dessus. Il faut avoir la tentation de l'histoire, les gens. Tout à l'heure, Éric a dit quelque chose de très juste. Nous autres, on veut faire un seul peuple, avec tous ceux qui sont là. Nos gamins, ils n'en ont rien à fiche du code de la nationalité et ils ne viennent pas nous demander ce à quoi ils ont droit s'ils s'aiment. Et s'ils s'aiment, nous, ça nous va. S'ils s'aiment et qu'ils se respectent, ça nous va. On veut faire un seul peuple. Voilà de quel parti nous sommes. Nous sommes le mouvement des gens mélangés et contents de l'être. D'accord? Et pour faire un seul peuple, il ne faut pas commencer par diviser les gens d'après leur religion ou leur couleur de peau. Il ne faut pas commencer à trier les gens selon qu'ils sont hommes ou femmes pour leur reconnaître des droits différents. Il ne faut pas abandonner la moitié du monde par terre et que l'autre peut courir devant et avoir en France le record d'Europe des millionnaires pendant qu'on a 9 millions de pauvres dans le même pays. Ça, nous ne l'acceptons pas. Nous ne l'accepterons jamais. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une bonne raison de nous lever le matin et de continuer la lutte en plus de tout ce qu'on a à faire dans la vie. Merci à vous tous.